À partir d'Hesperia, notre progression est passablement ralentie par les réactions allemandes. Nos adversaires solidement retranchés derrière les fortifications montrent un peu plus de détermination à se battre. Selon les unités rencontrées, les Allemands ripostent avec talent. Quand il se sait inférieur en nombre, l'ennemi se replie, puis contre-attaque en nous infligeant parfois de sérieux revers. Depuis l'offensive du Carigliano, nous engageons une course-poursuite contre les Allemands qui essaient de se replier sur la ligne Dora, appelée aussi la ligne Adolf Hitler. Cette ligne fortifiée semble n'être qu'une position permettant à nos adversaires de se reprendre. Bien qu'elle ne soit pas comparable à la ligne Gustave, la ligne Dora se révèle tout de même dangereusement efficace. Dans cette course-poursuite, le repli allemand est perturbé par notre rapide progression. Nous faisons beaucoup de prisonniers, surtout parmi les petits groupes ayant perdu le contact avec leur unité, et nous récupérons d'importantes quantités de matériel. Pourtant, nous devons faire preuve d'une grande vigilance. Si nous remportons parfois des victoires faciles, nous ne devons pas oublier leur terrible unité de para. Ceux-ci sont d'une toute autre trempe que les malheureux soldats égarés qui se rendent au premier coup de feu. Ces unités de combat ont montré leur terrible efficacité dans le Cassino. Face à certains de nos groupes ayant peu d'expérience, les Allemands provoquent de beaux dégâts, malgré leur infériorité numérique. Ce sont essentiellement les sections nouvelles, reconstituées, qui feront les plus gros frais de la rencontre avec l'ennemi. Non loin de San Oliva, dans une opération de nettoyage au bord d'une lisière, la section de Joseph et la nôtre ratissons le secteur après avoir livré de durs combats pour réduire les positions adverses. Nos deux sections convergent vers une ferme qui, croit-on, a reçu la visite récente d'éléments ennemis. Sur notre chemin, nous rencontrons un vieil homme à qui nous essayons de soutirer quelques renseignements. L'homme est apeuré et cherche à fuir. Quand il nous affirme que les Allemands sont partis la veille, nous avons des doutes. Nous savons que quelques petits groupes d'Allemands peu scrupuleux n'hésitent pas à prendre en otage des civils italiens dans l'intention d'obliger les habitants à nous fournir de fausses informations. C'est un moyen comme un autre de gagner du temps. Parfois aussi, ils n'ont pas besoin de recourir à ce stratagème pour nous inciter à commettre l'erreur fatale. Certains Italiens, des fascistes convaincus, prennent eux-mêmes l'initiative de nous préparer des pièges mortels. Et la méfiance s'impose en ce domaine, d'autant plus que l'état-major nous a adjoint des résistants italiens, anarchistes ou communistes pour la plupart, pour nous servir d'interprètes ou de guides. Bien que ne sachant pas ce que ces termes signifient, ce sont des hommes qui ne s'en laissent pas compter facilement. Notre section se déploie donc autour du chemin qui mène à la ferme et entreprend une prudente progression. Les Allemands peuvent se trouver n'importe où, et plutôt là où on ne les attend pas. Dans un repli désordonné, les unités n'ont le choix qu'entre se rendre ou bien faire payer chèrement leur défaite. Et dans cette dernière éventualité, il s'agit surtout de nous attendre aux réactions imprévisibles. À 500 mètres devant nous, nous apercevons les éléments avancés de la section de Joseph. Je reconnais parmi eux les Kabyles, dont Rachid, le fumeur de hashish, qui me salue. Tout paraît normal, et la jonction des deux sections est imminente. Ce groupe disparaît de notre champ de vision en passant derrière un mur surélevé. Puis nous entendons un souffle aussitôt suivi par une fumée noire qui s'élève de leur position.
je manque crier de douleur. En nous mettant à courir comme des possédés dans leur direction, nous savons que nous arriverons trop tard. Les Allemands viennent de tuer les nôtres au lance-flammes. Quand nous arrivons sur les lieux du drame, ils ont eu le temps de se retrancher dans la ferme en laissant derrière eux les cadavres calcinés. Mon cœur ne fait qu'un tour en les voyant. Mon Dieu, quelle horreur d'être brûlé vif. Je ne peux soutenir cette vision de cauchemar plus d'une seconde. Même les corps déchiquetés par des éclats d'obus n'offrent pas un spectacle aussi atroce. Je me retourne et pleure mes amis. Joseph, qui vient d'accourir avec un autre groupe de la section, ne se contient pas non plus devant cette vision effroyable. Il vient me voir, puis me dit simplement: « La vengeance ne les ressuscitera pas, mais je te promets que ceux qui ont fait ça à tes amis ne passeront pas la nuit dans ce monde. » Et Joseph ne fait pas de détails. Je veux vérifier s'il existe bien un trou à rats derrière la ferme. Exécution, dit-il sèchement au serveur de mortier. Quelques minutes plus tard, Joseph constate effectivement qu'il n'y a pas de trou à rats. Les mortiers ont parfaitement compris l'ordre. De la ferme, il ne reste plus rien qui ressemble à l'œuvre de l'homme. Joseph fouille les décombres et en sort un cadavre, celui d'un officier. Il le traîne hors des ruines et conclut: « Tu apprendras que même pour un SS, le crime ne reste jamais impuni. » Dans la cour de la ferme où sont réunis tous les habitants qui viennent de sortir de leur cache, Joseph fait enterrer mes amis en leur rendant les honneurs militaires. En procédant ainsi, il prend le risque de se faire désavouer par ses supérieurs. Il retarde en effet la progression de notre unité et entrave la coordination des actions. Il utilise par temps de guerre une procédure inhabituelle pour les soldats morts au combat. Nous sommes d'ailleurs persuadés, en apercevant la venue d'un officier supérieur durant la cérémonie, que Joseph sera sanctionné. Le lieutenant-colonel s'étonne tout d'abord de la cérémonie et demande à Joseph des explications. « Mon colonel, je suis soldat parce que je lutte contre la barbarie des hommes. Il se trouve d'autre part que ces hommes morts pour la France comptaient parmi mes amis. Ils ont droit à ce témoignage de respect de notre armée. Il m'était impossible de faire moins pour eux, mon colonel. » Le lieutenant-colonel reste sans voix pendant quelques instants. « Vous arrêteriez la guerre pour enterrer des soldats, lieutenant ? » ?»« Si j'en avais le pouvoir, mon colonel, j'arrêterais toutes les guerres. » La dureté des combats nous fait parfois oublier les raisons de notre présence ici, lieutenant. Il est heureux que des gens se souviennent que nous sommes encore des êtres humains. J'ai eu tort de venir vous importuner, lieutenant. Je le regrette, sincèrement. Je ne suis pas un barbare. Depuis ce jour, aucun officier supérieur ne fit la moindre remarque à ce sujet. Joseph est un élément brillant, et sa personnalité force l'admiration de ses chefs. J'ai eu le loisir de constater à plusieurs reprises que peu d'hommes de son grade sont aussi respectés que lui. Pour ma part, la perte de mes amis m'a durement affecté, et je ne peux donc oublier le geste de Joseph à l'égard de mes fidèles compagnons. Je me souviens que dans le temps, Joseph m'a demandé d'être son ami. Ce jour-là, il est devenu mon frère. Depuis le passage de la ligne Hitler, le repli allemand vers le nord de l'Italie se généralise par toute la ligne du front. Et nous engageons une folle course-poursuite sur Rome. Après avoir rejoint des colonnes blindées américaines et dépassé les goumiers marocains,
Notre groupe parvient à traverser un fleuve par un pont de chemin de fer resté miraculeusement intact. La capitale italienne n'est plus que quelques kilomètres de nos positions avancées. Les Américains sont passés par le sud et nous avons pris par le nord. Nous traversons péniblement d'immenses champs de blé dans lesquels les Allemands se sont construits des abris et des fortifications particulièrement efficaces. En prenant d'assaut ces positions, je ne peux m'empêcher d'éprouver du dégoût pour la nature humaine. La destruction provoquée dans les récoltes par nos interventions souligne le mépris de l'homme pour la générosité divine. Comment qualifier en effet cette destruction de céréales qui auraient pu nourrir tous les habitants du quartier des Chiens perdus pendant 10 ans au moins? Quel gâchis, Dieu du ciel! Peu avant d'atteindre les faubourgs de la capitale, notre compagnie reçoit 2 ordres, pour le moins étranges. Le premier nous demande de réduire les positions ennemies sans tirer sur les murs de la ville. Et le deuxième nous interdit tout simplement d'entrer dans la capitale, ce privilège étant réservé aux Américains. Il va sans dire qu'aucun d'entre nous, surtout pas notre capitaine, n'apprécie ces ordres farfelus. Déloger les soldats allemands retranchés dans les maisons sans avoir la possibilité de tirer sur les murs est certes une façon de retarder notre progression. Mais cela signifie en clair que nos adversaires pourront en toute tranquillité étaler nos cadavres dans la rue. Cet ordre évoque immédiatement pour nous l'abbaye de Cassino, qui a été rasée inutilement par les Alliés. Nous comprenons qu'il est normal d'éviter d'endommager les lieux de culte, mais pourquoi nous faire prendre des risques aussi considérables? Une maison peut se reconstruire aisément, mais la vie d'un homme est irremplaçable. L'interdiction de pénétrer dans la capitale italienne nous inflige d'autre part une certaine vexation. La course-poursuite engagée sur Rome nous oppose aux Américains et il est naturel que nous voulions atteindre la ville les premiers, autant certainement qu'eux. Et puis, on nous a avertis au dernier moment, pratiquement lorsque nous venions d'atteindre les portes de la ville, que notre objectif n'est plus le même. Sur ce point, notre capitaine, approuvé par tous les hommes, décide que nous ne tiendrons pas compte de cet ordre. Nous poursuivrons notre route en marquant symboliquement notre entrée dans la ville. Pour nous, Algériens, quelque chose nous échappe. Les Français ont un désir si puissant de prendre Rome que nous avons du mal à les comprendre. Et le plus surprenant chez eux, c'est l'unanimité dans les rangs des Européens pour braver les ordres. J'admettrais facilement cet engouement si cette ville était la capitale de la France. Mais Rome n'est que la capitale d'un pays étranger. Et quand je demande des explications à Joseph à sa sortie d'une réunion des officiers de la compagnie, j'ai l'impression que le monde tourne à l'envers. C'est lui, en effet, qui ne comprend pas l'objet de ma question. Enfin, Joseph, ai-je insisté, reconnais que votre comportement est curieux. Il est normal que nous entrions les premiers dans cette ville si nous progressons plus vite que les Américains. Mais il n'y a pas de quoi en faire une maladie si on passe notre chemin. Il est préférable de garder notre orgueil pour la libération de la France, tu ne penses pas? Dis-moi, Youssef, quelle serait ton attitude si cette ville était la Mecque? Là, il vient de me clouer sur place. Tu veux dire que Rome est comparable à la Mecque? Absolument, Youssef. C'est le lieu où tous les regards des chrétiens de la planète convergent. Évidemment, ça change tout. Eh bien, on va tâcher de faire un effort supplémentaire pour te faire plaisir. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.